C'est toujours un plaisir de venir sur ce plateau, sinon d'échanger avec vous. Plaisir partagé. Voilà, et sur la question, le ressenti de l'accomplissement d'un projet qui a duré 3 ans. Honnêtement, il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup de ressentis positifs, mais pas que. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, il y a beaucoup à ajouter, il y a beaucoup à améliorer aussi. Certes, je suis parti d'un projet de 5 pages à toute une, voilà, à un projet de doctorat, un manuscrit complet d'environ 200 pages comme ça. Donc ça fait qu'une fierté. Mais au fil du temps, on se rend compte que plus on avance dans un projet, plus on se pose des questions supplémentaires. Et ces questionnements supplémentaires sont plus importants que la question de base. Ok. Donc du coup, c'est une forme de spirale, c'est la recherche. Et on se rend compte que on n'a pas tout étudié. On se rend compte qu'on peut encore peaufiner la recherche, qu'on peut encore peaufiner ce projet. Mais comme ressenti de manière générale, c'est une fierté de mener à bout un projet de recherche et de le soutenir. Mais ça ne veut pas dire autant que tu as balayé tout le champ de la recherche sur ces questions. Okay. Il y a toujours des extensions possibles, des questions. Même actuellement, avec la fin de ma thèse, je travaille, disons, sur 4-5 projets qui sont en cours, qui n'ont rien à voir avec la question de recherche, qui sont des formes d'extension de recherche. Et fierté, mais aussi il y a à faire. Ça, c'est le résumé. Ok. Quand tu parles de fierté, moi, ça me parle beaucoup quand je vois le jeune homme. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'entretien, la première partie ou la deuxième partie, je vous laisse le soin d'aller voir. Mais quand moi, je reviens sur le parcours Koutiala, Bamako, Algérie, France, double master, ce sentiment de fierté, je sais à quoi ça tient. Donc, je suis bien placé pour le comprendre. Mais est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières dans ce projet de thèse? Alors, bien sûr, difficultés deux, enfin, minimum. En fait, moi, ma philosophie est simple. Faut pas se plaindre. Partout, il y en aura des difficultés, que ce soit un projet de thèse, un projet d'entreprise, peu importe, il y aura des difficultés. Mais comment les surmonter, c'est ça la vraie question. Et j'ai pas tendance à me focaliser sur les moments difficiles, mais comment trouver des solutions à les surmonter. Non, mais particulièrement, est-ce qu'il y a une difficulté qui te vient là à l'esprit, des difficultés, quelqu'un qui t'a refusé de t'ouvrir une porte, un collègue qui n'a pas voulu te dépanner, voilà. Là, ça particulièrement, le moment le plus difficile ou le moment le plus critique, c'est le début de la thèse. En ce sens. Parce que tout part d'un projet, d'une initiative que tu prends personnellement à écrire un projet sur un sujet donné, 5 ou 4 ou 5 pages. Mais dans nos entretiens précédents, ça c'était pas un problème pour toi. Tu l'avais déjà fait. Tu étais en Algérie. Si, je l'avais déjà fait. Ça, c'est pas un souci. Ça, c'est déjà une première étape. Donc, tu vas soumettre ta candidature. Tu seras évalué sur ton projet. Ok. Pause. En parlant de candidature, désolé de te couper, mais je suis quand même bien placé pour te poser cette question parce que je te côtoie beaucoup. En parlant des candidatures, je sais que vous faites beaucoup de candidatures. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Banque mondiale, FMI. En fait, ces candidatures, est-ce qu'il y a une procédure spécifique? Est-ce qu'il y a une norme de CV à respecter ou lettre de motivation? Comment est-ce que ça se passe? En fait, quand tu te poses en tant que doctorant ou étudiant en phase de thèse, comment est-ce que ça se passe tout ça? En fait, c'est la même réalité partout. Dans tous les c'est la même réalité dans tous les différentes dimensions possibles, que ce soit la thèse, que ce soit pour un emploi. C'est le même, on va dire, stress, c'est le même degré de préparation, c'est la même chose. Pour avoir un contrat doctoral, il faut appliquer, il faut avoir un projet pour appliquer. Quand tu appliques, la décision finale ne dépend pas de toi. Il faut que ton projet soit pertinent, convaincant.
Et dans cette dynamique-là, l'une des difficultés que tu peux rencontrer est que l'appréciation, elle est subjective. D'une personne à une autre, ton projet ne sera pas apprécié. Ça Vous ne avez veut des pas dire... encadreurs. Avant d'avoir un encadreur, il faut que tu aies un contrat. Ok. Il faut que tu aies un contrat de recherche. Après, on va t'affecter à un encadreur ou tu auras un encadreur à la suite des discussions. Donc les difficultés commencent avant d'avoir un encadreur. Ça, c'est la première partie des difficultés. Avant d'avoir un encadreur, il faut avoir un contrat. Et ça, c'est des difficultés que rencontrent beaucoup de chercheurs, beaucoup de collègues, avoir un financement pour poursuivre la thèse. Pour mon cas, j'ai pas eu affaire avec ce problème parce que j'ai eu la chance d'avoir le contrat, j'ai pas eu de soucis avec. Mais c'est pas pour autant que c'est pas une difficulté en soi. Donc, c'est un problème qui peut se poser. L'une des difficultés les plus importantes dans la recherche, c'est le financement. Et par rapport à la deuxième partie de la question, comment se préparer pour les candidatures dans les institutions telles que Banque mondiale, FMI, Banque africaine de développement, c'est le même process. Tu vois une offre, ton CV match, tu appliques. En parlant d'appliquer ou de postuler, c'est quand même un domaine assez concurrentiel. Hyper concurrentiel, maintenant on se bat avec les machines. C'est pas les machines en ce sens. En ce sens où les shortlisting, c'est les machines qui font le premier screening, qui shortlist les candidats. Les ATS, c'est-à-dire les CV quand vous les envoyez, c'est le premier tri sélectif. C'est la machine qui le fait. Donc il faut être à jour, comprendre, mettre les mots-clés possibles pour que la machine te détecte et réponde clairement aux critères pour être dans le premier lot. Est-ce que c'est, comment dirais-je, ces critères, est-ce que c'est spécifié sur le site ou est-ce que... c'est pas spécifié, mais je te donne un exemple. Par exemple, pour une candidature au FMI, chaque année, on a un truc de 7000 à 8000 candidats. Et c'est, un poste, en fait, pendant une thèse, est-ce qu'il y a un nombre de stages à faire ou c'est autant de stages possible? En fait, la thèse n'a rien à voir avec les stages. Mais ça, c'est pourquoi alors? Parce que pour autant de candidatures, je me dis, il y a une finalité. La thèse n'a rien à voir avec les stages. Tu fais ta thèse d'un côté et tu candidates. Comment ça se passe au fait? C'est pas la oui, merci pour la question, mais la thèse, c'est une expérience professionnelle en soi. Ça n'a rien à voir avec tes expériences dans les institutions. Et moi, vu en fonction de mes ambitions, je souhaite travailler dans les institutions. Autant faire une thèse qui porte sur des thématiques qui intéressent ces institutions. Qui intéressent ces institutions et qui sont assez globales et qui intéressent tout le monde. Et je me dis, autant faire de la recherche, mais de la recherche appliquée. La recherche qui porte sur les recommandations de politique économique. Et étant donné que je souhaite travailler dans les institutions après la thèse, donc durant la thèse, j'ai cette flexibilité de continuer mes recherches ou de collaborer avec ces institutions sur les questions de recherche, mais aussi de faire des stages. La raison pour laquelle j'ai fait des stages, j'ai eu à faire des stages dans les institutions, mais on peut faire son doctorat sans faire un stage. Ça n'a rien à voir. C'est un choix, on va dire, personnel, mais le doctorat n'a rien à voir avec un stage. Ok, donc le stage c'est beaucoup plus ambition et préparer l'après. Exactement, exactement. Étant donné que mes recherches sont orientées policy pour faire des recommandations, donc pour moi c'est plus utile d'avoir un pied institution, un pied dans la recherche et puis combiner les deux. Ok, quand tu dis policy, tu fais référence à quoi? Recommandations de politique économique. Ok, d'accord. Et tu as parlé tout de suite de flexibilité. Ces entretiens, quand tu es accepté, il y a un entretien. Ouais, ça me fait un entretien. C'est des institutions internationales, donc forcément il y a une partie qui se passe en anglais. Et moi, c'est des sujets que je traite souvent dans mes vidéos. Partie est tout en anglais. Formidable. Au-delà de là, de la langue, de la barrière de langue, après c'est une thèse. Après, on est censé avoir un niveau universitaire d'anglais, mais poussé encore plus. Mais ce qui m'intéresse et la question que je veux poser là, c'est toutes ces techniques de prise de parole en public. La posture adoptée, le regard. Comment est-ce que
on en vient. Est-ce que vous avez un coaching spécifique par rapport à ça? Première question. Et comment est-ce que, ou à travers 2-3 astuces, comment toi tu fais pour t'en sortir? Bah là, du coup, ça, j'ai appris sur le tas. Il faut beaucoup d'échecs pour l'apprendre. Beaucoup de we regret to inform you your application has been not selected. Tu vois, le fameux mail là, des regrets. Je connais toutes les formules possibles. Récemment, ils ont fait la mise à jour. Ils disent we regret to inform you we will not we going with you for the next step. Maintenant, ils changent beaucoup la formulation, mais On essaie d'humaniser le plus que voilà, c'est ça. Okay. Sinon, c'est à travers le temps. Déjà, l'anglais, c'est indispensable. Qui d'institution, si tu n'as pas un niveau d'anglais, il faut oublier les institutions, ça c'est imprévu. Donc, il y a un effort à apprendre l'anglais et à le parler bien. Il y a deux choses. Oui. L'apprendre, c'est une chose. Et le pratiquer, c'est autre chose. Parce que le niveau de compétition, c'est avec les gars de Boston, Harvard. Qui parlent couramment anglais. Pas couramment, ils sont natifs anglais. Donc, du coup. Pas d'autres étudiants internationaux qui étudient là-bas, mais des natifs. Des natifs, donc tu concurrences directement avec eux. Donc, l'anglais, c'est. Voilà, c'est pas pour te décourager, mais si tu ne connais pas l'anglais, tu n'as pas de place là-bas. Donc, il y a ce premier côté, mais comment apprendre à parler en public, comme je te dis, la thèse, c'est pas que la recherche, mais aussi il y a des séminaires, des séminaires de recherche, au cours duquel tu vas pas présenter devant un public tes travaux de recherche. Donc, au-delà de l'aspect scientifique, il faut être convaincant, il faut il faut connaître son public. Il y a tous ces aspects, qui sont importants. Donc, et aussi, j'enseigne à l'université. Ça fait la 4e année j'enseigne. Donc, tout ça te prépare à parler en public, à avoir des astuces. Il faut juste être honnête. Je ne peux pas prise en compte. Donc, un orateur honnête. Voilà, merci pour la question. Mais actuellement, je vais vous révéler d'ici la fin de ma présentation, mais actuellement, il n'y a pas de réponse directe. Ça se fait. Okay. Donc, tout ça, c'est des astuces. Mais moi, les entretiens, les préparer, c'était aussi le tas. Au fur et à mesure que je fais des entretiens, au fur et à mesure, je m'améliore au fur et à mesure. Mais aussi, il y a un truc que je fais, que j'applique même actuellement. À chaque entretien, j'écris tout mon speech. Ça, je te connais bien pour le savoir. Tu l'apprendras même presque par cœur. Oui, donc oui, c'est ça. Donc, pour chaque boîte, j'ai un entretien. Je sais que les questions dépendent de l'intervieweur. Mais ce que moi j'ai à dire, ça dépend de moi. Et il y a les questions indispensables. Les questions de base, quoi. Parle de toi, ton parcours, tes expériences, tes skills. Le speech classique. Mais les questions d'un entretien, on les devine, en fait, à travers l'offre. Une offre qui est sur l'économie, on ne va pas te poser des questions sur la chimie, c'est impossible. Bon. Donc, j'écris tout mon speech et j'essaie d'imaginer toutes les questions possibles. Et je me prépare, j'écris à la lettre minutieusement. Et j'essaie de faire, à force de répéter, ça devient par cœur. Et à chaque entretien, j'ai l'habitude de faire ça, ce qui m'aide à être hyper structuré durant un entretien. Ok, donc si tu as un conseil à donner à un étudiant, un élève qui prépare son entretien Campus France ou quoi que ce soit, c'est la préparation. C'est la préparation d'écrire tout son speech. Parce que le fait de l'écrire, non seulement ça te permet d'être structuré et d'éviter les tournures. Oui, ça permet même à l'esprit d'imprégner effectivement ce que tu t'apprêtes à dire. Donc, puisque c'est écrit, même si il t'arrive de faire une omission, en fait, tu l'as tellement répété plusieurs fois que tu seras en mesure, pas d'utiliser le même mot, mais d'utiliser un mot qui dit la même chose ou qui s'apparente, ou en tout cas qui te permet de débloquer la situation. Donc, tu as parlé d'enseignement. Est-ce que c'est grâce à ton double master, et si je me trompe, tu m'arrêteras, ton premier master en analyse économique de développement et le deuxième en analyse des projets et programmes de développement. Est-ce que c'est tantôt l'un ou l'autre des deux masters qui t'a permis d'enseigner ou ça aussi c'est entré dans le cadre de la thèse? Le master, ça te permet d'avoir la thèse dans un premier temps. Oui, tu m'as dit c'est un projet de master qui te permet de déboucher sur un projet de thèse. Pas exactement. Mais toi, tu l'as fait ainsi. Je t'explique. Ok. Pour le master, j'ai fait un mémoire de fin de master. Classique, ça. Que j'ai soutenu. Ok. Pour le premier master d'analyse économique. Okay.
pour le master, deuxième master analyse de projet, j'ai fait un stage de projet où j'ai déposé les rapports, j'ai soutenu ce projet. Ça n'avait aucun lien. Et par la suite, indépendamment de ces deux, j'ai écrit un nouveau projet de recherche sur les 3 ans de recherche de thèse. Inspiré de l'un des deux masters ou pas? Inspiré principalement qui a un étroit lien avec le master analyse économique. Ok, le premier master. Le premier master. Ok. Donc c'est ce projet sur lequel j'ai travaillé durant ces 3 dernières années. Ok, d'accord. Donc là aussi, ce point, il est bon. Mais moi, j'ai une autre question. Pour l'enfant de Koutiala, ça te fait quoi, après tout ce parcours, de venir donner des cours à des Français en France? Ouais, c'est une satisfaction déjà de donner des cours parce que l'enseignement, c'est beaucoup de pédagogie. Beaucoup de pédagogie, mais Ouais. aussi ça tombe pas du ciel parce que mon grand-père fait partie des premiers instructeurs du Mali ici. Donc dans notre famille, c'est une continuité. C'est une continuité. J'ai cette double fierté. Ouais, j'ai accomplissement de soi. Oui. Et une continuité. Oui, j'ai mon grand-père qui fait partie des premiers instructeurs du Mali. Il y a mes tontons beaucoup de tontons qui ont été instructeurs ou qui sont toujours. Mais l'enseignement est dans notre famille depuis à bas âge. Je me rappelle, mon grand-père tout le temps, il me donnait des bouquins à lire. Mais il y a ce côté, mais c'est une satisfaction, pas qu'enseigner directement des Français, mais parce que l'université est multiculturelle, il n'y a pas que les Français, il y a tout type de nationalités. Mais il y a une fierté d'enseigner au niveau supérieur, au niveau universitaire, parce que l'enseignement, c'est pas seulement c'est pas l'enseignement classique comme au primaire ou au niveau du collège. C'est de l'échange avec les étudiants. C'est un partage. Ils sont hyper connectés aujourd'hui. Oui, c'est un partage de connexion. C'est pas comme si tu as un module, tu pars faire ton module, les dictées. Il y a certains qui le font. Oui, mais c'est les mêmes slides. Mais pour moi, l'enseignement universitaire, ça, c'est le choix personnel. Oui, c'est le partage parce qu'il y a des étudiants qui viennent de différents horizons et qui ont des parcours différents, qui vont t'apprendre aussi. De par leur culture. Exactement. Même leur savoir. Parce qu'ils arrivent qu'il y a des étudiants qui viennent ici en Master 1 qui ont déjà un Master 2 dans un autre pays. Effectivement. Donc il y a beaucoup de ces cas, ça ne peut qu'être avantageux pour les deux. Ok, c'est réaliser et être utile au monde est une expérience difficile. Et toi, dans ton parcours, je sais que tu as dû faire beaucoup de sacrifices. Et les femmes dans tout ça. Que conseilles-tu aux jeunes que tu étais, qui quittaient le Mali pour aller faire ses études en Algérie et qui ensuite est venu ici et qui est aujourd'hui en phase de fin de projet de thèse? Côté femme, comment est-ce que toi, tu jonglais un peu? Déjà, il y a le soutien de la famille, de la maman, des tantes, des soeurs, et des collègues aussi, que ce soit femmes ou hommes, mais aussi, raison pour laquelle j'ai dit, il y a beaucoup de grandes dames derrière, pas qu'une seule. Donc, c'est très normal. Il y a ce soutien d'effectif qui est toujours là, confronté dans les moments difficiles. La deuxième partie de la question, c'est, ok, je vois qu'aujourd'hui, on est dans beaucoup de relations, souvent toxiques. Et est-ce que tu as un conseil ou est-ce que tu veux rebondir sur cette partie de la question? Ces relations copain-copine qui, pour certains, ça marche et ça finit par des mariages et des unions, tant mieux. Mais j'ai constaté que la plupart des gens qui ont échoué, c'est aussi ce côté-là. Parce qu'ils ne savent pas gérer leur temps, qu'ils donnent la majeure partie de leur temps à des copines, à des femmes. Et cette mauvaise gestion du temps que tu devrais investir sur ton projet, alors s'il y a un jeune aujourd'hui que tu devrais conseiller, même pas conseiller, à qui tu devrais transmettre un message, ce serait lequel? Je pense que je ne suis pas la bonne personne pour conseiller là-dessus parce qu'actuellement je ne suis pas marié. Ça n'a rien à voir. J'arrive. Ok. Oui, je suis célibataire, donc voilà, donc du coup je suis pas là. Tu t'adresses à mes auditeurs là? Oui, je sais. Donc il est célibataire. Juste pour la précision. Donc du coup, je dirais pas que je suis la bonne personne pour conseiller ça. Il y a un truc que j'ai retenu durant mes différentes expériences. Bien évidemment, quand on est à l'université, il y a
copain, copine qui se forment, voilà, j'échappe pas à cette règle-là, mais ce que moi je retiens, que peu importe, voilà, aimer aussi, ça arrive, ça fait partie du jeu, mais peu importe, il y a une seule question que tu dois te poser. Est-ce que dans cette relation, j'arrive à continuer et à travailler et je suis dans une dynamique d'atteindre mes objectifs ou pas? On va dire, c'est la question que, peu importe mes différentes fréquentations, c'est la question que j'ai toujours eu en tête. Oui, avec telle fréquentation, est-ce que je pourrais atteindre mes objectifs? Si j'ai dit mes objectifs, est-ce que la relation personnelle, est-ce que cette fréquentation compromet la réalisation de mon objectif? Si oui ou pas. Et dans toute cette question, il y a la gestion du temps, il y a tout ça, mais c'est la question clé à se poser. Parce que je vois beaucoup de personnes, c'est pas que gestion du temps qui est l'une des ressources les plus importantes. Il y a question d'aller au resto. Qui parle des restos, parle de budget, parle de finances. Donc je me dis à un moment ou à un autre, je te pose cette question parce que j'ai vu pas mal de personnes vraiment mettre leur objectif, leur objectivité en pause pour essayer de plaire à des femmes qui finalement se soldent par des séparations. Donc je me dis, mais à quel moment est-ce que selon toi on peut rester objectif dans ces couples-là? Mon frère, il faut passer à la caisse. Donc tu vas me dire que non, il faut passer à la caisse. Au-delà de ça, il faut être gentleman. Il faut passer à la caisse. Gentleman jusqu'à quel point? Sans se compromettre, bien sûr. C'est ça la limite. Pour moi, tout ça se fait dans la limite du possible. Il faut être juste authentique. C'est quoi la limite du possible? La limite, c'est en fonction de tes capacités. Il faut pas forcer, juste il faut être authentique. Si tu peux, tu peux. Si tu peux, tu peux pas. Tu peux pas. Mais pour moi, c'est facile pour toi, mais pour moi, il faut toujours garder ce côté aussi. On est humain. Il faut garder un homme aussi, c'est son style. Il faut garder ce côté un peu gentleman. Voilà, il faut passer à la caisse. Aussi, moi, ce que je comprends pas, plus loin dans nos sociétés, je vois que le mariage, il est quelque chose de très apprécié. Oui. Et quelque part, on est aligné avec ça dans nos sociétés. C'est quelque chose qui quand même responsabilise l'homme. Ouais. Mais on est d'accord, c'est deux personnes qui se marient. Et tu viens de parler d'être gentleman, mais dans la limite du raisonnable. Ok. Pourquoi ou comment est-ce que toi tu vois le fait d'aller faire de grandes cérémonies? Le mariage, à la base, c'est une union. Est-ce que toi, tu as une idée spécifique ou est-ce que tu as un commentaire à faire sur ça? En fait, déjà, le mariage, c'est symbolique et c'est l'union de deux personnes. Et le fait de décider des festivités ou pas, ou de des festivités grandioses ou pas, ça dépend non seulement de la capacité, mais aussi des vœux de chaque conjoint ou conjointe. Mais pour moi, à mon sens, pas besoin de claquer 10 000 euros dans un mariage le lendemain, tu vas payer des crédits, c'est pas important. Toujours, on peut le faire, si on a les moyens, bien sûr. On a les moyens, et puis toujours dans toutes les raisons gardées, exactement, bien sûr. Exactement, mais moi en tant que économiste, au-delà de ça, pour moi c'est pas le jour du mariage, c'est après le mariage qui est important. Ah, donc il y a une vie après le mariage. Voilà, pour moi, pas besoin de claquer beaucoup. Est-ce que c'est beaucoup plus tendance culturelle ou juste quelque chose qui est, une fois de plus, à la mode? Au Mali, c'est culturel, mais c'est à la mode aussi, mais culturel en fonction de... Est-ce que c'est logique en fait, d'aller investir? Par exemple, au Mali, pour faire on juge la capacité du mari à travers ça. Est-ce que, après le mariage, les gens qui sont venus faire la fête avec toi seront eux qui vont t'aider à payer le prix du condiment? Pour moi, c'est une question de bon sens. Je ne dis pas de ne pas faire la fête. Comme on l'a dit, toutes les raisons gardées. Mais à un moment ou à un autre, il faut se poser les bonnes questions. Donc, quand tu as les moyens et les capacités, certes, mais tu as dit quelque chose de très pertinent. Il y a l'avant-mariage, il y a pendant le mariage et il y a l'après-mariage. Et je ne pense pas que l'idéal de se marier, c'est d'avoir une femme à sa charge et de claquer tout son investissement pendant le mariage et être... Mais tu as dit de passer à la caisse. Je reprends juste un mot.
dans nos sociétés, je vois que souvent les parents mettent beaucoup de pression sur les jeunes pour qu'ils se marient parce que selon eux, quand tu finis ou que tu es en phase de finir tes études, tu dois pas nécessairement mais obligatoirement te marier. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, les pressions, j'en ai eu beaucoup. Et je Ok. continue d'avoir les pressions, mais en fait, il faut aussi comprendre que les parents, c'est dans leur rôle, c'est dans leur droit de te bouger, de te faire secouer un peu, mais quitte à toi de succomber ou pas à cette pression. Mais c'est dans leur rôle, c'est tout à fait naturel et normal en tant que parent de dire à son enfant, oui, le temps, l'âge de mariage, parce que c'est leur expérience avec Mais leur temps, n'est leur pas la temps. même. Mais c'est dans leur droit aussi de te le dire, sinon personne ne va le faire. Mais pourquoi cette pression? On peut te faire asseoir et te le dire dans la bienveillance. Oui. Une ou deux fois, oui, vous en parlez dans un comité de famille, mais tout le temps, te mettre la pression et à un moment. En fait, pour moi, aujourd'hui, la question du mariage, ou la pression du mariage, pour moi, on ne peut pas mettre la pression à quelqu'un. Tu le veux ou tu ne le veux pas, c'est la définition. Mais si on te met la pression d'un côté, tu le veux aussi. En ce sens. En Donc ce tu veux sens dire que où, cette pression, le fait d'aller se en marier, fait, d'aller. cette pression ne peut pas se matérialiser tant que toi, tu ne veux pas. Mais peut-être que toi, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup voyagé sur. Enfin, tu as beaucoup travaillé sur toi, tu as beaucoup voyagé, ce qui fait que tu as développé un certain caractère pour quelqu'un qui n'a vécu qu'au Mali. Un Malien lambda, tu penses qu'il aura assez de recul, assez de caractère? Bah, Je comprends exactement ce que tu dis. La pression n'est matérialisée que lorsqu'on le veut parce que le choix final, il est nôtre. ouais. Donc, juste, j'essaie de mettre les deux cas de figure pour quelqu'un qui a voyagé, qui a vu autre chose, et quelqu'un qui est. Est-ce que tu penses que cette règle s'applique aux deux personnes de la même manière? Les gens, souvent, quand ils commencent un petit boulot ou qu'ils finissent leurs études, automatiquement, cette question de mariage se pose. Mais je pense qu'il est séant quand même de prendre le temps de réfléchir, de vraiment peser le pour et le contre de cette question avant de s'embarquer. Parce que, comme on le dit, le mariage, voilà, c'est comme un océan. C'est vraiment comme un océan. Quand tu embarques dedans, tu sais pas ce qui t'attend. Et je pense qu'il faut avoir le maximum de bagages nécessaires, lire des livres, se former, écouter, voilà. Tu sais si possible. Non, tu as une idée de ce qui n'est pas dans l'embarquement, tu vas te noyer, c'est les deux cas. Non, mais c'est pas parce que j'ai appris à nager que je sais forcément nager en condition de tempête. Ça n'a rien à voir. Donc vraiment, il faut qu'il y ait ce minimum de travail avant. Mais je pense qu'il doit y avoir un accompagnement aussi. Je sais pas si. Enfin, oui, ça c'est. Côté parents, paternels, ça en fait comme maternel. Et je sens que tu vas me taper dessus sur cette question, mais en fait, on demande beaucoup aux femmes et aux mamans dans la société. Souvent, on va faut Moussouka Mouniunga Savali. Moi, je suis très aligné avec Moussouka Savali parce que pour moi, Savali, tu m'arrêteras si je dis une bêtise, c'est qu'on te fasse quelque chose de mal, ou même pas, qu'on te fasse quelque chose d'injuste, mais tu dis, ok, nous sommes dans une union, nous sommes dans une relation, je prends sur moi, mais je vais parler à mon conjoint après que tout le monde se soit calmé. J'ai la possibilité d'aller porter plainte, de me plaindre auprès des parents, mais pour la préservation du couple, je préfère qu'on en parle à deux. Ça, je peux comprendre. C'est parce que tu as les moyens, tu as les capacités de te plaindre, tu ne le fais pas pour préserver quelque chose de supérieur. Mais par contre, quand on dit mounion, c'est comme si on te... Voilà, je prends un exemple typique. On bat une femme. Ses parents savent qu'elle est battue dans le couple. Déjà, moi, je suis contre toute forme de violence. Déjà, voilà, je peux jamais cautionner ça. Voilà, toi, la question, déjà, ok, mais comment est-ce que toi, tu vois la chose? Mounion, peut-être dans un temps, c'était une réalité qu'on pouvait comprendre. Parce que les gens, à l'époque, avaient une certaine moralité, une certaine probité. Mais est-ce que le jeune lambda d'aujourd'hui qui veut se marier, tu penses qu'il a les mêmes principes, les mêmes valeurs morales que nos parents avaient? Bah, là tu as commencé la question, est-ce qu'il y a un accompagnement ou un enseignement c'est très pour important. Le mariage de, moi, de la jeune génération, mais il n'y en a pas. Ok. Donc, le besoin... Il n'y en a pas, donc du coup, on lit pas une notice avant de se marier, il n'y a pas d'université pour se former au mariage, quoi. Idéalement, il n'y a pas ça, il n'y a pas un accompagnement pour préparer mentalement au mariage. Mais au pays, le seul critère est que financièrement, si tu as un boulot, on va dire que financièrement, tu peux prendre soin d'une famille. Et là, moi, je me permets de te couper et de m'adresser vraiment aux parents. Est-ce que vous donnez votre enfant au mariage ou en mariage, ou est-ce que vous le vendez?
Parce que, est-ce que, tout simplement parce que quelqu'un a une capacité financière, souvent même douteuse, on ne sait même pas d'où vient l'argent, on dit juste que c'est quelqu'un de riche, sans voir la moralité, ni la probité, ni l'équité de la personne. Bon, En fait, ça se passe. Je sais que tu as des exemples. Et si tu peux nous en parler, ce serait formidable. Mais moi, c'est quelque chose qui personnellement me choque. Mais c'est la réalité du pays. Est-ce que tu as une avis là-dessus? Il y a des femmes qui Bien sont sûr, pas aussi. il y a des temps qui ont changé. On est au XXIe siècle. Oui, C'est en 2025. ça dépend de qui, au fait, ça dépend de qu'est-ce que tu cherches. Si tu cherches l'argent ou si tu cherches l'amour, ça dépend. L'argent, c'est pas éternel. Bah, oui, mais ça dépend même l'amour, c'est pas éternel. Oui, mais de toute façon, si deux personnes décident de s'engager dans nos sociétés, c'est pas une question d'argent. Que d'argent, je précise. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est deux familles qui s'unissent, pas que deux personnes. Ça, c'était dans le bon vieux temps. Là, actuellement, j'ai envie de te parler, ou si je me remémore une partie de notre discussion précédente, tu disais que ton projet de thèse, dans ton projet de thèse, tu avais déjà réfléchi à une question écologie et environnement. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Effectivement, c'était parler du développement durable en son temps. Ok, je sais pas si la définition, je l'ai toujours. Oui, développement durable, c'est de produire de manière intelligente à préserver l'environnement, le social, c'est un peu, voilà, sans compromettre la génération future. Sans compromettre la génération future. Voilà. Ok, donc ça c'est, voilà, tous ceux qui ont fait, je pense, économie au lycée doivent connaître cette définition. Bref, c'est là où je voulais en venir. Aujourd'hui, quand tu vois que ce projet que tu avais pensé pendant toutes ces années, à l'époque, est une réalité aujourd'hui, ça te fait quoi? Tu te dis, est-ce que j'aurais dû orienter ma thèse par rapport à ça? Est-ce que j'aurais dû faire un master en ce sens? Toi, qu'est-ce que ça te fait? Dans un premier temps, la connaissance ne se perd pas. Ok, donc ce projet peut sortir à tout moment. Oui, okay. Ça c'est le premier volet. Et la connaissance est complémentaire et transversale aussi. En ce sens? Dans le sens où toi, tes connaissances en chimie peuvent t'aider en physique ou tes connaissances en droit peuvent t'aider à l'économie. Le fait de se spécialiser sur une question ne veut pas autant dire que tu délaisses des autres questions. Et même dans les débats quotidiens ou durant un entretien, on peut te poser la question comment tu vas gérer ce projet de manière durable. Qui dit durabilité parle de économique, environnemental, social, il y a ces aspects qui sont. Donc ça aide partout, c'est la connaissance, c'est comme ton patrimoine. Okay. Plus ça dure, ça prend de la valeur. Et aujourd'hui, pas du tout, parce que on parle de développement durable pour préserver la future génération. Mais si notre existence actuelle est remise en cause par les conflits, l'instabilité politique. L'instabilité politique. Okay. Et voilà, l'urgence ne devient plus la génération future, mais la génération actuelle. Okay. Donc ça change carrément le paradigme. En fait, moi, j'aimerais faire le lien déjà entre cette question et une nouvelle question. Quand on dit penser ou prendre en compte la génération future, est-ce que vos choix ou les choix économiques des pères de l'époque, on ne vit pas les conséquences aujourd'hui? C'est exactement ça. Parce que quand tu parles de capitalisme... La preuve en est que la dette que le pays, ton pays va contracter aujourd'hui, c'est pas toi qui vas le payer, c'est tes enfants et tes petits-enfants qui vont le payer. Donc les chefs d'État sont au courant de ça, bien avant de s'engager. Mais la dette qui est contractée au temps est négociée sur 20 ans, 30 ans. Minimum. Mais quand tu dis long terme, court terme, c'est-à-dire, généralement, les dettes de court terme, c'est dettes sur 5-6 ans. Long terme, sur plus de 10 ans. Ok, ce qui veut dire que dans les constitutions de ces États-là, si un président... Pas de ces États, ça, c'est tous les pays du monde. Ok, d'accord, mais je prends un cas typique. Si un président s'engage, même celui qui le succède, est aussi engagé. Bien sûr. Et il n'y a pas de possibilité de renoncer à ça et tout. Pour renoncer, il faut payer l'argent.